Salut à tous et bienvenue dans Psyturie, la chaîne qui parle d'écologie, de justice sociale et de mouvements sociaux. Et aujourd'hui on va parler de musique. Vous aimez ça la musique? Moi j'aime bien ça la musique. Quelle question, tout le monde aime la musique. Bonne, mauvaise, peu importe. Générique. Les études récentes en sciences sociales se sont de plus en plus intéressées aux liens qu'entretiennent les mouvements sociaux et les arts, dont la musique. En effet, le pouvoir évocateur de la musique a permis à de nombreux mouvements sociaux de transmettre leurs idées, que ce soit pour galvaniser leurs troupes ou en inspirer de nouvelles. Et les exemples sont très nombreux. Au cours du 19e et 20e siècle, un ensemble de chants ont marqué les différents mouvements révolutionnaires, ouvriers, communards, nationalistes, anarchistes, socialistes et communistes, pacifistes et anticoloniaux. Ces musiques étaient parfois publiées et distribuées dans des petits recueils par des associations, des syndicats, voire des partis. La transmission de chansons d'opposition ont ensuite été facilitée par l'avènement de nouvelles technologies, telles que la radio, les disques et bien sûr la télévision. Et certaines sont si connues qu'elles sont d'ailleurs encore reprises et réinterprétées dans des cortèges ou des œuvres culturelles. Vous en connaissez sûrement vous-même, que ce soit la mélodie, le nom ou les paroles, l'Internationale, Bella Ciao, le chant des partisans, Bandiera Rossa, et j'en passe. Mais il existe aussi des genres musicaux entiers dont l'histoire est profondément liée aux mouvements sociaux et vice-versa. Ainsi, le mouvement des droits civiques noirs américains a été accompagné par le funk, la soul et le jazz, dont l'héritage a durablement marqué une partie du répertoire rap et hip-hop. En Angleterre, c'est la musique punk qui a relayé les nombreux messages anti-autoritaristes de la jeunesse. Le rock et la folk étaient des éléments centraux du mouvement hippie et pacifiste dans les années 60. Impossible de comprendre le reggae sans le mouvement Rastafari et ses messages panafricains. Pour les mouvements autochtones, comme celui des natifs d'Hawaï ou des Premières Nations, la musique a été un élément essentiel pour se réapproprier leur héritage culturel traditionnel. Et même dans des régimes notoirement autoritaires, la musique a servi de moyen d'exprimer la révolte et la liberté. Notons toutefois que la musique peut aussi bien être utilisée pour renforcer des mouvements progressistes que des mouvements réactionnaires. Ainsi, au cours de l'histoire, les mouvements nazis et fascistes ont fait beaucoup appel à la musique pour sublimer leur image. Et donc, même si cela reste peu connu, il existe bien aujourd'hui du punk nazi ou du rock suprémaciste blanc. Se pose donc la question suivante: pourquoi et quand les mouvements sociaux vont-ils utiliser la musique? La musique peut servir de très nombreux objectifs au sein d'un mouvement. Elle peut donner à ceux qui sont déjà actifs dans un mouvement l'occasion de réaffirmer leur engagement, éduquer ceux qui ne sont pas familiers avec les questions relatives au mouvement, recruter de nouveaux participants et de manière générale mobiliser. Il y a évidemment un aspect rassembleur à l'action même de chanter, et donc il n'est pas rare que dans les cortèges, les manifestants inventent leurs propres chansons. La musique peut aussi servir le mouvement en exprimant et renforçant les idées qui définissent le groupe. Le simple acte de partager la musique au niveau de la communauté peut être significatif et favoriser les liens interpersonnels, mais aussi la reconnaissance et la célébration de la communauté, comme c'est le cas de la Gay Pride, ou de manière plus indirecte la fête de l'humanité qui rassemble chaque année la gauche française. Autrement dit, les mouvements font la fête et tirent des bénéfices de la fête. La division du travail au sein d'un mouvement peut aussi nous donner des informations sur la manière dont la musique est expérimentée par les militants. Par exemple, la séparation nette entre le public et l'interprète n'a pas les mêmes effets en termes de participation qu'un modèle un peu moins rigide où tout le monde est invité à chanter. On peut l'illustrer en comparant la structure hiérarchique des anciens orchestres communistes, dont le but était d'exalter la puissance du mouvement, et les formes plus participatives et collectives d'expression musicale dans les mouvements de droits civiques, influencés par les pratiques culturelles de la communauté noire. Ce dernier point vient soutenir l'idée selon laquelle les différents groupes socio-culturels n'entretiennent pas la même relation à la musique, n'expérimentent pas de la même manière la musique. Il y aurait donc des milieux où l'on chante plus que d'autres, où l'expression musicale est une ressource qui est ancrée plus dans des rituels collectifs. Et en effet, si on peut facilement imaginer un ouvrier sur un chantier en train de siffloter, c'est beaucoup moins le cas pour un banquier. Et encore que, puisque les récentes mobilisations des avocats en France nous ont bien montré que même les métiers réputés disciplinés savent pousser la chansonnette à l'occasion. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, cette émission de vulgarisation s'est largement appuyée sur un des chapitres de l'encyclopédie Wiley Blackwell des mouvements sociaux et politiques, un ouvrage fantastique auquel contribuent les plus grands noms de la recherche dans le domaine. Mon but étant de faire connaître leur travail en dehors du public scientifique, n'hésitez pas à consulter leurs livres et leurs articles. Si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager ou à vous abonner à la chaîne. Et en attendant la prochaine émission, prenez soin de vous, des autres et de la Terre.